Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT des territoires de l'été. Dans chaque édition, nous vous proposerons les meilleurs reportages magazines de cette saison. Et voici d'ailleurs le premier d'entre eux, regardez. Il y en a de toutes les couleurs et venus de tous les horizons, attirant la curiosité des visiteurs. C'est très étonnant de voir dans cet espace des papillons du monde entier, quoi. On est transporté dans un pays exotique. Les papillons, ils ont un peu peur quand on s'approche trop. Dans cette serre tropicale de 600 mètres carrés où la température frôle les 28 degrés pour 80% d'humidité, les papillons évoluent en parfaite harmonie avec leur environnement. Selon les espèces, certains se montrent plus visibles à différents moments de la journée et en fonction de la météo. Mais malgré une grande liberté, ils ont besoin d'un peu d'éducation. On les habitue à certaines conditions pour l'alimentation, on les habitue à les manger sur du rouge, des couleurs bien particulières, oui, il vient sur votre micro là. Ils vont être attirés aussi par des parfums, donc on met des produits dans la nourriture pour qu'ils le retrouvent facilement. Une nourriture composée de fruits fermentés, d'ammoniac, d'urine et même de crottes d'oiseaux. À l'intérieur, les papillons volent paisiblement. Dehors, dans la serre extérieure, certaines espèces sont bien plus agitées, virevoltant entre les plantes basses sous un plafond de 5 mètres. Un contraste saisissant pour un insecte qu'on voit de moins en moins dans son milieu naturel. Les gens sont moins dans des milieux intéressants pour les papillons, donc ils les voient de moins en moins et les gens y font de moins en moins attention. Pour les trouver, il faut faire une démarche, il faut aller en montagne, il faut aller dans des endroits où il y a moins d'agriculture intensive, où il y a moins de personnes. C'est plus compliqué que de venir ici, d'en avoir énormément au mètre carré, quoi. Selon les données du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Observatoire national de la biodiversité, environ 30% des populations de papillons de jour ont disparu ces 20 dernières années en France. Voilà, et les Beaux Jours participent également à la prolifération des sargasses, un groupe d'algues flottantes. Ces herbes des mers sont très présentes aux Antilles, cependant elles présentent des risques importants pour la santé humaine, les espèces marines aussi et surtout des nuisances visuelles et olfactives pour le tourisme, ce qui pose des problèmes pour les commerçants en front de mer notamment. Reportage de Via ATV en Martinique. Comme chaque matin, Mathieu prépare son restaurant pour le service du midi. Situé sur le bord de mer du Robert, il fait face aux sargasses, mais surtout à leur odeur. On prend régulièrement les odeurs le matin quand on arrive, des fois le soir aussi. C'est pas régulièrement ramassé comme il devrait être. On voit des fois ils font le ramassage aussi sur l'eau, mais c'est pas assez régulier. Des fois on ressent aussi des problèmes de mal de tête qu'on a sur le corps, on le ressent sur nous. Et ce qu'on aurait aimé, c'est avoir une solution pour éradiquer ce mal. Des affaires qui tournent moins et une odeur persistante qui dérange. Toujours sur le bord de mer, cette supérette est également située en face des sargasses. Mais ici, un détail fait qu'aucun parfum nauséabond ne pénètre dans le magasin. Parce qu'on travaille plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc finalement, les sargasses n'ont pas plus que ça. Malgré l'odeur, les commerçants du marché sont bien présents eux aussi, un peu plus éloignés des sargasses. Leur nez est tout de même chatouillé sur la place principale de la commune. Certains d'entre eux nous confient s'y être habitués, comme Romuald. Personnellement, oui, puisque l'odeur n'est pas très supportable à certains moments dans la journée. Mais on s'y accommode par habitude. Sur le bord de mer, oui, je pense qu'ils sont fortement pénalisés, surtout les restaurateurs, puisque les clients sont amenés à venir s'asseoir et déjeuner au dîner et ne peuvent pas par rapport à cela. Et malheureusement pour ces commerçants robertins, la situation ne risque pas de s'arranger. Madininer annonce des taux d'émissions d'hydrogène sulfuré élevés, voire très élevés comme au Robert ou encore au Vauclin. Après une croissance fulgurante du marché des trottinettes électriques depuis le Covid, les locations et les ventes de ces engins connaissent une perte de vitesse depuis plusieurs mois déjà. L'une des raisons principales est due aux travaux dans les centres-villes, compliquant leur circulation. LMTV Sarthe a pu rencontrer un professionnel du secteur qui en parle, Anthony Piton et Elisa Cribier. Les ventes de trottinettes électriques dérapent. Chez ce spécialiste au Mans, le chiffre d'affaires a connu une baisse assez marquée l'an dernier. Une tendance qui se confirme aussi cette année. L'hiver a été assez dur, on a eu un effet saisonnier qui est important sur les trottinettes, un peu comme sur tous les deux roues. Et on est à peu près en phase avec le marché qui baisse de 10%. On a quelques clients qui hésitent à s'acheter un véhicule parce que les travaux
font qu'il est difficile de circuler sur certains axes du Mans. Même constat pour la location. Depuis le lancement des trottinettes électriques de la CETRAM en novembre 2023, dont il s'occupe aussi, beaucoup de trottinettes restent en magasin. Là, on est à 50%. Donc il y a une cinquantaine de trottinettes qui sont disponibles et puis qui attendent leur futur locataire. À force est de constater que peut-être qu'on manque un petit peu de communication de la part de la CETRAM. Malgré ce contexte défavorable, le dirigeant reste optimiste. Il compte sur les beaux jours pour retrouver la route de la croissance. Tout à fait autre chose maintenant dans ce journal, une avancée médicale majeure à Grenoble. Le CHU a implanté un pacemaker sans sonde pour la première fois en France. Léger, rapide à poser, il réduit les complications des anciens modèles. Prochaine étape, une version qui se recharge avec les battements du cœur. Et oui, plus d'informations avec notre partenaire Télé Grenoble. Regardez. Grenoble, toujours à la pointe de la technologie, et ce, même dans le milieu médical. Pour une première française hors études, un patient se fait poser un nouveau type de pacemaker au CHU. Maintenant, en fait, on a la possibilité d'implanter des stimulateurs sans sonde qu'on appelle double chambre, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un stimulateur sans sonde dans l'oreillette, un stimulateur sans sonde vissé dans le ventricule, et les deux vont communiquer entre eux pour réaliser un synchronisme entre l'oreillette et le ventricule et reproduire la contraction cardiaque physiologique. Une petite révolution car depuis 70 ans, les patients se font majoritairement implanter des stimulateurs complexes avec des sondes. Des dispositifs bien plus lourds et donc avec plus de risques de complications. Les maillons faibles de ce système, c'est les sondes, parce qu'elles peuvent se casser, elles peuvent s'infecter, et on peut penser qu'un patient relativement jeune va avoir un certain nombre de pacemakers dans sa vie et que les sondes ne vont pas durer éternellement. Et ces sondes ont un certain nombre de complications, de risques. Les dispositifs sans sonde ont donc beaucoup d'avantages, notamment dans l'implantation qui est simplifiée. On va le ressertir au cathéter pour pouvoir l'amener dans le cœur, dans l'oreillette. Un cathéter est placé au niveau du pli de l'aine où se situe la veine fémorale. Le chirurgien fait remonter la capsule par cette veine jusqu'au cœur. On teste les constantes pour vérifier qu'il est en bonne position et qu'il fonctionne bien. Un seul problème persiste avec ce dispositif, sa longévité qui ne dépasse pas 10 à 15 ans. Pour des patients jeunes comme celui-ci, il faudra sûrement plusieurs remplacements. Un modèle 2.0 est déjà en développement. Il s'approcherait d'une mini-centrale se rechargeant avec les battements du cœur, avec une durée de vie presque infinie. Inquiétude maintenant. En 2024, 726 usagers des 2 roues motorisées ont perdu la vie sur la route. Un chiffre à la hausse ces dernières années. Pour lutter contre la sensibilisation semble être le meilleur moyen pour faire prendre conscience aux motards des règles de sécurité à adopter. Une méthode bien reçue, vous allez le voir, reportage de Puissance Télévisions. Retrouver les bons réflexes avant de reprendre la route. Près de 50 motards se sont réunis à Chaumont pour une opération reprise de guidon organisée par la gendarmerie de Chaumont. Une journée pour rappeler la sécurité aux conducteurs de 2 roues motorisées. La matinée a débuté par un cours théorique, l'occasion de revoir les fondamentaux de la conduite. Toujours fixer son regard au plus loin, toujours fixer son regard là où je veux aller. Les participants sont ensuite montés sur leur moto pour se rendre sur le lieu d'entraînement. On sait que malheureusement, les motards représentent 5% des usagers et 20% des tués. Donc voilà, quand on est en moto, on est plus vulnérable. On est obligé de rappeler aussi qu'un tiers des tués en moto se sont tués tout seuls. Sur place, les motards ont été répartis en 5 ateliers pratiques, exercices techniques, freinage d'urgence et gestion de la vitesse. Ces ateliers avaient pour objectif de permettre aux participants de retrouver leurs réflexes et d'améliorer la maîtrise de leur moto. C'est vrai qu'il y a tellement d'accidents de moto qu'il faut absolument aider les gens à se contrôler, à mieux se contrôler. Il ne faut pas avoir peur de se remettre en cause, de se poser les bonnes questions. Je pense qu'il n'y a rien de pire que celui qui a la prétention de dire « je connais tout, je sais tout », au contraire. En plus des forces de l'ordre, 6 moto-écoles locales ont encadré les ateliers, apportant leur expertise. Le premier petit bilan, c'est qu'on a vraiment des niveaux variés. Et beaucoup font de la moto sans forcément se rendre compte des phénomènes physiques de la moto, notamment sur les distances de freinage, sur la maniabilité de leur moto. Et ça les rapproche au maximum de la réalité en cas d'urgence. Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, 726 usagers de 2 roues motorisées ont perdu la vie sur les routes françaises en 2024, soit une augmentation de 20 décès par rapport à l'année précédente.
Tout à fait autre chose. Avant d'être de hauts fonctionnaires, les étudiants de l'INSP, anciennement l'ENA, doivent absolument participer à une immersion militaire. Le but, c'est de leur inculquer des valeurs de la nation avant d'accéder aux plus hautes fonctions du pays. Nos partenaires et équipes vidéo de la Provence étaient présents au camp militaire de Conjuers, dans le Var. Regardez ce reportage. Section pour un bond vers la gauche de 5 mètres en avant. À première vue, on pourrait croire qu'il s'agit d'un entraînement de soldats de l'armée de terre. Mais il n'en est rien. Sur le terrain du camp militaire de Conjuers, des élèves de l'Institut national du service public, anciennement appelé l'ENA, sont là pour une formation obligatoire dans leur cursus. Cette période d'immersion, on l'a fait en 2 temps. Ça dure 3 semaines. Il y a une première semaine qui se passe ici à Conjuers, où les élèves sont habillés en uniforme et font des activités purement militaires, donc c'est eux qui pratiquent. Et puis il y a 2 semaines où on va aller dans les différentes unités des 3 armées et de la gendarmerie, et où les élèves vont vont rencontrer du personnel, vont voir des matériels, des équipements, et donc on est plus dans la démonstration, si vous voulez, de matériel et d'équipement. Au programme donc, parcours d'obstacles, déplacements militaires, tir à l'arme automatique, tout le panel du soldat pour une formation qui, pour ces étudiants des hautes instances, paraît indispensable. La hiérarchie, c'est pas une question de pouvoir ou de domination, mais c'est une question d'organisation. On a essayé par exemple de faire un exercice, on était 15 autour de la table à discuter, c'était impossible. On s'est mis à 2 à 3 en disant ok, telle personne responsable de ceci, telle personne responsable de cela. C'était beaucoup plus clair, c'était beaucoup plus précis. Apprendre et surtout comprendre le fonctionnement de ceux avec qui ils seront amenés à collaborer dans leurs futures fonctions, une nécessité qui s'explique d'autant plus dans le contexte mondial actuel. Passionnés d'automobile, vous allez adorer ce reportage. Une réunion autour des mythiques coccinelles et combis de la marque Volkswagen a rassemblé près de 200 véhicules. Ça se passe au RICES, dans l'Aube, et notre partenaire Canal 32 a pu découvrir de véritables merveilles. Regardez ça. Rose, rouge, bleu ou encore violette, les coccinelles sont de sortie au Ricet. Ce bruit-là à l'échappement avec ce petit qu'on entend là, c'est vraiment typique. Parmi les passionnés présents au 11e meeting Cox Avenue, Jamy est venu exposer son véhicule. Vous avez un modèle 1200 de 1969 qui a été vieilli pour ressembler à un modèle de 1964. Et cette voiture qui a 56 ans maintenant est increvable, elle peut vous faire 1000 km sans problème. J'adore son moteur en fait, son moteur air-cooled, un moteur avec les cylindres à plat, avec un bruit bien spécifique, de tenue de route assez particulière. Enfin voilà, c'est une voiture, il faut absolument monter dedans pour comprendre en fait. Organisé par l'association Cox Avenue, l'événement a pour but de rassembler les passionnés d'anciennes Volkswagen. Au programme, village d'exposants, concerts, balades et animations en tout genre. Plus de 200 véhicules sont exposés. La première conception de la coccinelle, c'est en 1938, donc avant-guerre carrément. Et après, la coccinelle a été produite jusqu'en 2003. Donc elle a vraiment une grande carrière. Elle est connue grâce au cinéma, le côté sympa du véhicule, facile et accessible à tout le monde. Et si les coccinelles sont les stars de la journée, les combis ne sont pas en reste. Nathalie et Ludovic voyagent à bord de leur véhicule tout au long de l'année. On déplie notre banquette et donc voilà, le soir on dort là, on ferme nos petits volets. La choupette Mexico, la choupette c'est toute notre enfance et puis du coup ça nous a donné l'envie. Puis en vieillissant on aime bien le confort, donc le combi ça s'est imposé. C'est un ancien véhicule qui faisait du transport scolaire à Sao Paulo. On dort dedans, on fait à peu près 10 000 km par an, c'est nos vacances à l'année. Fondée en 1991, l'association Cox Avenue réunit aujourd'hui une 30aine de membres, tous passionnés par les belles Volkswagen. Ce meeting est organisé une fois tous les 2 ans depuis 2003. Plongeons-nous maintenant dans les coulisses du métier de barista. Entre gestes précis et passion pour l'arôme, il faut se former pour maîtriser l'art du café. Notre partenaire 8 Mont-Blanc a pu suivre une formation en Haute-Savoie. Regardez. Il n'y a pas que le café qui chauffe dans ce coffee shop situé à Annecy, les cerveaux aussi montent en température. À 25 ou 30 secondes, on rajoute 35 et à 55 secondes,
On passe au reste. Ça fait une quinzaine d'années qu'en France, il y a des cafés de spécialité où on a découvert toutes ces subtilités dans le café et ses arômes. Alors, des drippers, il y en a en verre, en céramique. Cela fait maintenant 1 an que le Drip Social Coffee Club propose des formations découvertes ou professionnalisantes comme ce jour-là. Au programme de cette seconde matinée, le café filtre, une technique d'extraction plus compliquée qu'elle n'y paraît. Il faut suivre un protocole parce qu'il y a tellement de variables. Et si on fait n'importe quoi, le résultat ne sera jamais bon. C'est des gestes précis, donc effectivement, c'est pas simple. Noir, au lait, froid ou encore chaud, durant ces 3 journées de formation, le café est étudié sous toutes ses formes, autant sur le côté théorique qu'olfactif. Je leur offre dans cette formation vraiment tout ce qui est sympa d'avoir dans un coffee shop au jour d'aujourd'hui et qui est plus ou moins facile à proposer ou difficile. On va aussi voir les boissons alternatives, tout ce qui est matcha, chai, tout ça, qui se propose dans tous ces coffee shops. Réputé pour être la déclinaison du café la plus instagrammable, le latte fait évidemment partie de la formation. Impossible de passer à côté de ces gourmands dessins, et si lors de la démonstration, le latte art peut paraître simple, la réalisation s'avère plus compliquée. Vous mettez au centre de la tasse et ensuite des petits cercles concentriques, et puis ensuite un peu plus de mousse et puis un mouvement vers le haut pour signer la tasse. À l'issue de ces 3 journées de formation et d'un examen final, les participants peuvent repartir avec un diplôme certifiant de niveau 1. Ils pourront ensuite passer le niveau 2, voire le niveau 3, pour approfondir davantage leurs connaissances. Voilà, et puis il y a des reportages pleins de surprises. Vous allez le voir en Moselle, la Fédération des boulangers a tenté de battre le record du monde de la plus grande tarte aux fraises. Oui, alors pour cela, ils se sont munis de 500 kilos de fraises. Et regardez maintenant ce reportage de Marie Vin pour Moselle TV. On va voir s'ils ont réussi. Avez-vous déjà vu une tarte aux fraises aussi grande ? Au Jardin Vitré, on tente un record du monde. Objectif, battre les 35 mètres carrés réalisés quelques jours avant dans une commune de Bretagne. Un défi fou que s'est donné la famille Malassé avec le soutien de la Fédération des boulangers de Moselle. Je me suis dit pourquoi pas créer une tarte aux fraises géante. Et donc j'appelle Vincent qui est un ami et qui est aujourd'hui boulanger. Je lui ai demandé, il m'a dit pourquoi pas. La Fédération des boulangers aime bien relever ce genre de défis parce qu'on est au quotidien et on est des artisans et des vecteurs de lien social. Donc aujourd'hui on est complètement dans notre rôle, c'est normal. Au total, 250 litres de crème pâtissière et 500 kilos de fraises ont été nécessaires pour la réalisation de cette tarte. Et après des heures de travail, le verdict tombe. La tarte aux fraises mesure 40,6 mètres carrés. Une tarte géante, découpée ensuite en 4000 parts, qui ravit les papilles des gourmands. Je trouve surtout que c'est déjà vachement beau quand même. C'est une super belle tarte. J'ai goûté, très bonne. Les fraises, elles sont excellentes. Elle était très bonne. Énorme pour une tarte aux fraises comme ça. Je suis venue voir, effectivement, c'est magnifique. Et la tarte est très bonne. C'était un délice. Et en plus, les parts de tarte sont vendues à un prix symbolique de 1 € au profit d'une association. Tout est réuni aujourd'hui pour vraiment la belle cause et dans un esprit de fraise, voilà, une belle après-midi fruitée. Une journée qui est magnifique et qui montre encore cet élan de générosité et de travail. Après dégustation, il ne restera plus qu'à faire valider le record auprès du célèbre livre. C'est la tendance culinaire du moment, les pâtisseries en trompe-l'œil. Ce sont des gâteaux trop beaux pour être vrais. Regardez l'histoire de Noémie, qui est une jeune pâtissière qui a découvert cette discipline en début d'année. Et en seulement quelques mois, sa boutique est devenue un véritable succès près de Rennes. TVR a donc décidé de lui rendre visite pour découvrir son secret. Regardez. À Montauban de Bretagne, tous les samedis, c'est la même rengaine. Alors là, on est venu chercher les trompe-l'œil. Ça me donne trop envie de croquer moi aussi. Quoi. Ouais. On a fait 40 minutes de route pour venir goûter les gâteaux. Ouais. Dans cette commune de 6500 âmes, des dizaines de curieux s'amassent devant cette boutique. Je vous écoute. Cacahuètes, framboises, citron, coco, Noémie propose ce qu'on appelle des pâtisseries en trompe-l'œil. C'est seulement en mars dernier qu'elle découvre la discipline. 3 mois après, elle propose désormais 15 saveurs. Il est presque fini. Au fur et à mesure des semaines, je me perfectionne. La semaine dernière, j'ai pu trouver quelque chose qui n'allait pas sur un trompe-l'œil. Et cette semaine, j'ai changé la technique. Je vois sur les petits pop-corn, j'ai passé une semaine à savoir comment le faire, quelle couleur. Il faudrait combien de pâtisseries en tout ? Je pense
une grosse boîte. Visiblement, difficile de faire un choix devant toutes ces pièces appétissantes. Samedi dernier, les 2000 pâtisseries confectionnées ont trouvé preneur en quelques heures seulement. Tu vois, ça paraît réel, hein? Oh là là! Car avec plus de 200 000 abonnés cumulés sur les réseaux sociaux, le travail de la pâtissière est reconnu bien au-delà de Montauban. Regardez-moi ce trompe-l'œil de qualité. En mars dernier, elle poste 7 vidéos et la machine s'emballe. Depuis, certaines personnes font plusieurs heures de route pour se rendre dans sa boutique. On m'a dit tu devrais essayer de faire des TikTok culinaires, tu vas voir, ça perce. Et en fait, j'en ai fait un et le premier a dû faire 100 000 vues. Et quand on a tiré le rideau, on était tous les trois, on était en train de trembler, on s'est dit on va jamais en avoir assez pour tout le monde. Niveau prix, comptez entre 6 et 7 € la pièce. Les trompe-l'œil de Noémie sont à la vente seulement le samedi dans sa boutique ND Pâtisserie à Montauban de Bretagne. Voilà, on reste dans l'alimentaire. La pizza est un emblème de la gastronomie italienne. Chorizo, champignons, fromage, à vous de choisir ce que vous préférez. Mais au milieu de la carte de Jean-François, vous allez le voir, se glisse un extra, une pizza sucrée. Grâce à sa recette, il a réussi à décrocher la 3e place au championnat de France de pizza. Reportage de Vosges TV, regardez. Comme tous les mercredis, le camion à pizza de Jean-Pierre s'installe à Moyen-Moutier. Mais ce soir-là, en plus des pizzas traditionnelles au feu de bois, le jeune pizzaiolo de 29 ans a proposé un extra aux clients, une dégustation de sa pizza sucrée qui lui a permis de décrocher à Paris en avril dernier la 3e place au championnat de France de pizza dans la catégorie dessert. Hop là, madame. Il avait choisi de revisiter la tarte au citron meringuée avec un fond à base d'une pâte biga préfermentée dont la cuisson se doit d'être parfaite. Ça fait un peu plus d'1 an que je travaille sur la pâte. C'est une pâte avec 2 sortes de farine, 100% italienne. Il y a une maturation de 24 heures et après la pâte elle repose 48 heures, donc en tout 72 heures, ce qui fait qu'elle est hyper digeste et légère. C'est une cuisson parfaite parce qu'on peut la tenir sur 3 doigts sans qu'elle s'affaisse. Vient ensuite l'ajout des ingrédients avec 2 sortes de meringues, suisse et française, du citron sous la forme de crémeux, coulis et confit, un peu de barbe à papa au citron vert et la touche finale de l'amande fraîche de son jardin. Comment vous la trouvez? Très bonne mais surprenante, un mélange de saveurs qu'on n'attend pas sur une pizza, mais franchement une bonne surprise. Pour être honnête avec vous, normalement pour moi une pizza c'est pas sucré, et ben là c'est une excellente surprise. La meringue est fantastique, le citron, tout est bon, la pâte est très bonne, c'est très croustillant, c'est onctueux en même temps, donc c'est parfait. Jean-Pierre, jusqu'alors cuisinier, est devenu pizzaiolo, attiré par cette institution de la gastronomie italienne, la pizza. Et j'ai découvert presque une passion. Le système d'empattement, il y en a tellement de différents et il y a tellement de possibilités de s'amuser. Et son patron n'est pas peu fier de le compter dans son équipe. On le suit, on l'encourage et en tout cas on sera toujours avec lui pour qu'il continue comme ça. C'est une très bonne recrue pour nous et on veut le garder le plus longtemps possible et qu'il nous gagne plein de concours. Les Napolitains n'ont qu'à bien se tenir car Jean-Pierre compte encore améliorer son savoir-faire et se prend à rêver de décrocher le Graal à Rome, le titre de champion du monde de la pizza. Et puis maintenant, un coup de projecteur sur une discipline aussi élégante qu'insolite, le cyclisme artistique. Entre acrobatie millimétrée et équilibre parfait, ces pratiquants transforment leur vélo en véritable outil de chorégraphie, une performance à la croisée du sport et de l'art, encore méconnue du grand public. Présentation par notre partenaire TL7 dans la Loire. Le BMX freestyle n'est pas le seul sport artistique sur 2 roues. Le cyclisme artistique existe et c'est tout aussi impressionnant, encore plus lors des épreuves en duo comme ici dans une épreuve nationale à Balbini. Dans ce sport, on a 25 figures à respecter en 5 minutes. Le but, c'est de respecter les trajectoires. On doit forcément réaliser un demi-cercle. Elles ont une partie où elles sont à 2 sur le vélo, donc comme ici, et on peut être pénalisé en cas de chute, de pied par terre. L'objectif, c'est de vraiment respecter la trajectoire du cercle pour réaliser la figure. Comme pour le cycleball, le cyclisme artistique est un sport venu d'Allemagne dans les bagages de Paul Cabourg, mais les vélos ont des spécificités dans les 2 disciplines. C'est un vélo de cyclisme artistique, c'est un pignon fixe, donc on peut aller autant en marche avant qu'en marche arrière. Le guidon peut tourner à 360
Et on a également des petits embouts pour commencer, pour pouvoir faire des figures d'abord en équilibre sur ces embouts-là, avant de faire des équilibres plus complexes en étant par exemple debout sur le guidon ou debout sur la selle. La différence avec le cycloball, c'est vraiment la forme apparente du vélo où le cycloball, on est principalement debout sur le vélo, que là on peut prendre appui autant sur le guidon que sur la selle. J'ai découvert ça et ça m'a impressionnée et j'ai tout de suite voulu essayer, du coup voilà. Mon papa fait du cycloball et du coup quand je suis née, je venais voir les compétitions et à force de grandir en voyant ces compétitions, il y avait de l'artistique en même temps. Et du coup, j'ai dit que je voulais faire ce sport. Le fait que ça soit un mélange de gym, danse, et c'est du surpassement de soi aussi beaucoup. Comme pour le cycloball, 2 clubs existent dans la Loire, à Feurs et à Balbigny. Voilà, c'était le Grand JT des territoires de l'été. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.